Alors, je suis Majid Khatib de l'Université de Bordeaux et j'ai le plaisir d'animer cette session avec Ingrid Arnaudin de La Rochelle. Donc, notre session elle va parler un petit peu de l'invasion, de la migration et les métastases. C'est-à-dire, on ne peut pas parler du cancer, la carcinogénèse sans parler un petit peu de la métastase. D'autant plus qu'on ne connaît pas grand-chose sur les métastases et comment ça marche. Alors, s'il y a des gènes qui sont connus déjà dans le cancer, c'est-à-dire leur mutation peut favoriser l'apparition des cancers. Pour les métastases, il n'y a aucun gène qui vraiment, dans la mutation, est impliqué dans la métastase. Donc, pour vous dire qu'on est loin des comportements. Alors, dans cette session-là, on va aborder ce problème à différentes facettes. Comme vous allez le voir, il y a une partie directement biologique, d'autres un petit peu plus ou moins chimique et une plus ou moins un peu de la physique. Donc, je laisse Ingrid introduire nos invités. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, on va avoir 4 conférenciers dans cette session, 4 biologistes qui vont intervenir. Donc on a le plaisir d'accueillir donc notre premier conférencier en la personne d'Anthony Bouter, donc qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux et qui développe des recherches dans l'unité mixte CNRS qui correspond à l'Institut de chimie et biologie des membranes et des nano-objets. Il va donc nous parler de réparation membranaire dans le cas des cellules cancéreuses métastatiques et, et des portes d'entrée que ce finalement processus peut représenter. Voilà, donc vous avez la parole et vous avez 15 minutes pour nous expliquer vos travaux. Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Merci aux organisateurs des premières rencontres interdisciplinaires de l'oncosphère. Merci pour l'invitation, merci pour l'organisation également, et puis de me donner l'opportunité de présenter ces travaux. Donc effectivement, je travaille à l'Institut CBMN. Je dirige un groupe qui s'appelle Réparation membranaire et vésicule extracellulaire. Et donc je m'intéresse à la réparation membranaire, que je vais vous expliquer en quelques mots, depuis une quinzaine d'années. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur une étude, ou plutôt un projet, sur l'inhibition de la réparation membranaire dans la lutte contre la formation des métastases cancéreuses. Oh, pardon, ici. Alors, quand on parle de réparation membranaire, en fait, on fait référence à la réparation de la membrane plasmique, qui est la membrane qui entoure chacune de nos cellules. Son rôle élémentaire, ça reste d'être une barrière pour la cellule vis-à-vis de l'extérieur, mais cette barrière, elle est relativement fragile, et des micro-ruptures de cette membrane plasmique sont possibles, surtout dans les cellules qui sont soumises à des contraintes mécaniques importantes. C'est le cas des cellules musculaires, à cause de la contraction musculaire. C'est le cas également de certaines cellules épithéliales, comme par exemple les cellules épithéliales qui tapissent le tube digestif et qui sont soumises à des contraintes mécaniques lors du passage du bol alimentaire. C'est enfin le cas des cellules endothéliales soumises au flux sanguin. Donc des ruptures de cette membrane plasmique sont possibles et on va le voir, il existe des mécanismes physiologiques de réparation. Décidément. Alors, dans le domaine, en fait, c'est surtout les cellules musculaires qui sont étudiées parce qu'elles sont soumises à des contraintes mécaniques très importantes. Et donc, mon équipe a contribué aux connaissances actuelles des mécanismes de réparation dans les cellules musculaires, alors à divers degrés. D'abord, vous voyez ici en haut à droite, par le développement d'approches méthodologiques, notamment en utilisant des lasers pour créer des dommages membranaires ciblés de façon très précise dans la membrane plasmique des cellules musculaires. Donc c'est ce qui est illustré ici. En vert, vous avez la membrane plasmique de la cellule musculaire en fluorescence. Et puis vous voyez ici le résultat après l'irradiation laser, la création d'un dommage membranaire de l'ordre du micromètre. En résumé, par des approches de microscopie de fluorescence et de microscopie électronique, on a découvert le rôle d'une protéine dans la réparation membranaire, c'est l'annexine A5, et puis on a également décrit le mode d'action de l'annexine A6. Alors, comment une cellule peut réparer sa membrane plasmique, en tout cas comment une cellule musculaire peut réparer sa membrane plasmique? Donc, vous avez le mécanisme qui est schématisé ici. Suite à une rupture membranaire, on va avoir une entrée massive de calcium dans la cellule. Cette entrée massive de calcium, elle va
générer la liaison aux membranes d'un certain nombre de protéines calcium dépendantes qui vont aider à la réparation. La première, c'est l'annexine A5, schématisée ici en rouge, qu'on a visualisé en immunomicroscopie électronique. L'annexine A5, elle va se lier au bord de la zone de rupture, elle va permettre de rigidifier la membrane et d'éviter l'expansion de la rupture. Ensuite, ce qu'on observe, et on le voit bien ici sur nos images de microscopie électronique, on a un recrutement de vésicules intracellulaires qui vont venir s'agréger, et cette agrégation, elle est possible grâce à deux autres annexines, la 1 et la 2. Donc ce patch de vésicules va venir colmater la rupture et cesser donc, le passage entre le milieu intra et extracellulaire. Enfin, ce qu'on a observé ici, toujours en microscopie électronique, c'est qu'on a une sorte d'expansion de la membrane plasmique qui va se replier et qui va favoriser le colmatage de la rupture. Donc ça, c'est le mécanisme qui se passe dans les cellules musculaires. Maintenant, rien ne nous dit que ce processus se passe de cette façon-là dans d'autres types cellulaires, et notamment dans les cellules cancéreuses. Alors, j'en viens à la problématique cancer. Au cours de l'invasion tumorale, les cellules cancéreuses invasives, celles qui vont se détacher de la tumeur primaire pour aller à distance former des métastases, ces cellules cancéreuses invasives probablement subissent des contraintes mécaniques fortes et vont subir des dommages membranaires, notamment lors des processus d'intra- et d'extravasion pour l'entrée et la sortie des capillaires sanguins. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse de travail, c'est que les cellules cancéreuses, probablement, possèdent une machinerie de réparation membranaire exacerbée qui va leur permettre de survivre à ces dommages membranaires. Troisième hypothèse de travail, qui est le corollaire des deux premières, la machinerie de réparation membranaire des cellules cancéreuses pourrait être une cible pertinente pour inhiber l'invasion tumorale et la formation de métastases. Pardon. Donc on travaille actuellement sur ces trois hypothèses de travail. Alors c'est un travail initié récemment, en 2015, avec le soutien du Cancéropole Grand Sud-Ouest, de la Ligue contre le cancer. Un travail initialement réalisé en collaboration avec les groupes de Frédéric Saltel et de Violaine Moreau. Alors je ne vais pas avoir le temps de détailler l'ensemble des résultats de cette étude initiale, mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire cet article publié dans Scientific Reports en 2020. Alors, on a travaillé sur des cellules MDA MB231, qui sont des cellules d'adénome mammaire métastatique. Ce sont des cellules qui ont la propriété d'être très invasives. Ce qu'on a observé, c'est que ces cellules MDA MB231, qu'on a placées en migration sur des fibres de collagène pour mimer la matrice extracellulaire, ces cellules laissent derrière elles tout un tas de fragments membranaires qu'on a pu observer en microscopie de fluorescence et en microscopie électronique. Ce qu'on a vu également, c'est que cette migration sur les fibres de collagène génère des dommages membranaires, génère des ruptures de la membrane plasmique. Et ça, on a pu le voir grâce à des sondes calciques, des sondes fluorescentes calciques, puisqu'on a observé, vous voyez ici, des entrées brutales de calcium dans la cellule qui allumait les sondes. Alors, ce qu'on ne voit pas ici, c'est que ces cellules sont capables de réparer les dommages membranaires et de rétablir l'homéostasie calcique. Ensuite, on s'est intéressé à caractériser les protéines de la réparation membranaire qui pouvaient exister dans ces cellules MDA. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers les annexines. Et donc, on a tout d'abord comparé le taux d'expression en annexines entre les cellules MDA et des cellules placentaires. Alors, pourquoi le placenta ? En fait, le placenta, c'est l'organe le plus riche en annexines. C'est d'ailleurs à partir du placenta qu'ont été identifiées et isolées les annexines. Et là, ce qu'on observe, c'est que les annexines A1, A5 et A6 sont autant exprimées dans les cellules MDA que dans les cellules placentaires. Et on a observé que l'annexine A2 est même plus exprimée dans les cellules MDA comparée aux cellules placentaires. Ensuite, on a comparé le taux d'expression des annexines entre les cellules MDA et des cellules MCF7. Donc les cellules MCF7, ce sont aussi des cellules qui sont établies à partir de cancer du sein, mais qui ont la propriété d'être moins invasives. Dans ce cas, ce qu'on observe, c'est que les 4 annexines, l'A1, l'A2, l'A5 et l'A6, sont plus exprimées dans les cellules MDA comparées aux cellules MCF7. Donc tout laisse penser que des propriétés d'invasivité plus fortes
sont associés à une expression plus forte des protéines de la réparation membranaire. Je vais le faire à chaque fois. Ensuite, par des méthodes d'irradiation laser, on a montré qu'un dommage membranaire au niveau de la membrane d'une cellule MDA conduit à un recrutement de l'annexine A5, un recrutement immédiat de l'annexine A5 et de l'annexine A6, exactement au site de rupture, tout comme on peut l'observer dans les cellules musculaires. Enfin, ce qu'on a observé, c'est que l'absence conjuguée d'annexine A5 et d'annexine A6 conduit à la mort des cellules MDA lorsqu'elles sont placées en migration sur les fibres de collagène. Donc on a ainsi observé que si on place les cellules 48 heures en migration sur ces fibres de collagène, en absence, donc les cellules qui sont déficientes en annexine A5 et A6 sont 2 fois moins nombreuses que les cellules contrôle. Donc en résumé de cette première partie du travail, in cellulo, sur ce système de migration sur des fibres de collagène, nos résultats suggèrent que les cellules MDA qui migrent sur les fibres de collagène subissent des dommages membranaires, dommages qui sont réparés par les annexines, notamment les annexines A5 et A6. Maintenant, si ces annexines sont absentes, eh bien, la migration conduit à des ruptures membranaires non réparées et à la mort des cellules. Donc maintenant, on s'intéresse à essayer de montrer in vivo que l'inhibition de la réparation membranaire conduit à une inhibition, une atténuation de l'invasion tumorale et de la formation de métastases. On a choisi de travailler sur 2 modèles expérimentaux animaux, la souris et le poisson zèbre. Et en fait, dans les 2 cas, le principe, c'est d'injecter des cellules MDA et puis de suivre la formation de métastases. Alors pour ça, on travaille avec des cellules MDA modifiées. Les cellules contrôle sont des cellules qui ont été établies par Richard Ego. C'est des cellules MDA qui expriment de façon constitutive la luciférase pour un suivi in vivo dans la souris par bioluminescence. Et puis elles expriment également la protéine fluorescente tomato pour un suivi in vivo dans le poisson zèbre. Donc on a établi des cellules déficientes en annexine A5 et A6 à partir donc, des cellules contrôle par des approches de CRISPR-Cas9. Donc on a vérifié l'extinction de l'annexine A6 et de l'A5 dans ces cellules que j'appellerai maintenant KO A5A6. On a observé que ces cellules KO A5A6 ont une morphologie tout à fait similaire aux cellules contrôle. Si on regarde les courbes de croissance, on a également observé que les cellules contrôle et les cellules KO A5A6 présentent des courbes de croissance tout à fait similaires. Donc visiblement, la déficience en A5A6 ne perturbe pas la prolifération des cellules MDA. Alors d'abord, les expériences chez la souris. Donc chez la souris, le principe, c'est d'injecter dans la veine de la queue de la souris les cellules MDA et puis de suivre par bioluminescence la dissémination des cellules dans la souris. Donc on s'attend à avoir une accumulation des cellules MDA au niveau pulmonaire et donc on a prévu une analyse histologique post-mortem des poumons pour quantifier les métastases. Alors on a fait une première série d'expériences uniquement avec des cellules MDA contrôle. Donc on a injecté dans 5 souris. Comme attendu, on a observé à J23 une accumulation de cellules MDA au niveau pulmonaire. Donc on observe ici sur les images. On retrouve ici le graphe, donc la quantification de la bioluminescence pulmonaire, donc du signal bioluminescent dans les poumons qui augmente au cours du temps. Ce qui était moins attendu, pour ce que j'avais vu dans la littérature, c'est qu'il semble qu'il y ait un foyer secondaire métastatique au niveau de l'arrière-train des souris, probablement au niveau osseux, qu'on observe donc sur ces images à J37, et on voit que le signal démarre à peu près autour de J30 post-injection. Ensuite, on a comparé la dissémination des cellules MDA contrôle avec les cellules MDA KO A5, A6. Ce qu'on observe d'abord au niveau pulmonaire, alors vous avez ici en bas, sur les images du bas, le résultat suite à l'injection des cellules KO A5, A6. Ce que l'on voit, c'est que le développement tumoral est beaucoup plus faible dans les poumons suite à l'injection des cellules KO A5, A6 comparé au contrôle. Donc on le voit sur ces images à J43, et puis on retrouve ici sur les courbes, avec en bleu le signal bioluminescent pulmonaire au niveau pour les cellules contrôle, et orange lorsqu'on a injecté les cellules KO A5, A6.
Donc il semble que les cellules MDA KOA5A6 auront plus de difficultés à envahir les poumons comparé aux cellules contrôle. Si on regarde au niveau de l'arrière-train des souris, on a un résultat similaire. Là aussi, on voit que lorsqu'on a injecté les cellules KOA5A6, on a un développement tumoral qui est plus faible comparé aux cellules contrôle. Je terminerai avec les expériences sur le poisson zèbre, qu'on a réalisé en collaboration avec l'équipe de Magid. Donc là, le principe, c'est d'injecter les cellules MDA dans le sac vitellin des poissons et de suivre la formation de métastases grâce à la protéine fluorescente. Et donc chez le poisson, les métastases, on va les observer principalement au niveau de la queue du poisson et au niveau de la tête. Ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on injecte les cellules MDA contrôle au poisson, on a effectivement la présence de métastases au niveau de la queue et au niveau de la tête. Et on va observer que 30% des poissons développent ce type de métastase. Et on a en moyenne 4 métastases par poisson. Maintenant, quand on injecte les cellules qui sont KOA5A6, donc les cellules MDA KOA5A6, on observe que seuls 4% des poissons développent des métastases, et quand ils sont présents, c'est une métastase par poisson. Enfin, au niveau du taux de mortalité, on a observé que suite à l'injection des cellules contrôle, 80% des poissons meurent. Quand on injecte les cellules KOA5A6, c'est uniquement 25% des poissons qui meurent. Donc en conclusion, il semble effectivement qu'une déficience en annexine A5 et A6 rend les cellules MDA moins susceptibles de former des métastases in vivo, ce qui nous encourage à poursuivre dans cette direction et à essayer effectivement de travailler sur cette inhibition de la réparation membranaire pour inhiber l'invasion tumorale. Voilà, je terminerai ici. Donc vous voyez, c'est un travail qui est hautement collaboratif. Je ne vais pas remercier tous les collaborateurs, mais je vais remercier les soutiens financiers. Le Cancéropole d'abord, qui nous a financé au tout début par un financement émergent. La Ligue contre le cancer qui nous soutient depuis maintenant quelques années. Et puis, donc, je remercie tous les collaborateurs et je vous remercie de votre attention. Merci Anthony pour cette présentation. Donc, voilà, on commence par Jean, une question. Oui, merci, félicitations, c'est très intéressant. J'ai une question sur le modèle in vivo. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle très simple de métastase qui mime. Alors je m'excuse, Thomas va pas être content si je parle d'un modèle qui mime la vérité qu'on voit chez le malade, mais dans le modèle où vous injectez les cellules qui vont ensuite migrer, comment peut-on être sûr que le défaut qu'on observe à la fin, moins de tumeurs dans le poumon, est dû à un défaut de migration ou à un défaut initial de viabilité de ces cellules lorsqu'elles sont mises en suspension, parce qu'effectivement, elles doivent survivre dans le courant sanguin, elles doivent pouvoir suivre plusieurs étapes avant réellement de former des métastases. Peut-être qu'elles sont désavantagées par la perte de l'annexine, par un autre mécanisme que celui du défaut de réparation membranaire. Je n'ai pas de réponse technique pour régler ce problème, mais je pense que c'est un point qui risque d'être discuté par des gens qui regarderont le travail à un moment ou l'autre. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Alors, on a quand même regardé le comportement des cellules en culture, in vitro, les cellules contrôle et KOA5A6. C'est ce que je voulais montrer quand même. Si on regarde les courbes de croissance, il n'y a pas du tout de différence. On voit que en suspension, on n'a pas regardé. Ça pourrait être assez simple de vérifier qu'elles ne meurent pas davantage lorsqu'elles sont mises en suspension par rapport à ces cellules contrôle. C'est-à-dire qu'on les mette en suspension et qu'on les remette ensuite en culture. Par exemple. Peut-être. C'est des techniques qui se font assez fréquemment. La croissance qui encourage independence. Ok. C'est des approches que je ne connaissais pas, mais qu'on regardera attentivement. D'accord. Ok. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais vous l'aurez compris, je suis assez nouveau dans le domaine, et c'est vrai que j'ai pas mal de choses à apprendre de ce côté-là. Okay. Juste rajouter une information pour les... Bon, in vivo, on fait toujours le tripon pour voir l'état des cellules avant de les injecter. Et par la suite, on garde les cellules qui sont injectées pour vérifier pas mal de paramètres. Par exemple, comme le clivage, la caspase 3, de toute façon, on fait ça vers la fin pour être sûr. Effectivement, donc, ça peut s'ajouter. Hein, c'est pas...
peut avoir d'autres effets même dans la cellule. On peut bloquer, par exemple, induire les cellules rentrer en apoptose. Ça s'ajoute, c'est pour ça qu'ils font une métastase. Donc tu as raison de développer ça. Bon. J'interviens, mais bon, parce que juste pour écrire. Alors justement, je rebondis sur, pardon, je rebondis sur la question. Est-ce que ce problème-là pourrait pas être réglé si ça existe avec des inhibiteurs de formation d'annexine? Parce que en fait, on n'aurait pas besoin d'avoir des cellules KO à ce moment-là. Ce seraient les mêmes cellules, traitées ou pas avec les inhibiteurs de formation d'annexine, si ça existe. À ma connaissance, ça n'existe pas. Il faudrait que ça existe, du coup. Il faudrait que ça existe, ouais. Mais de toute façon, à un moment donné, la question va se poser, c'est si effectivement les annexines sont des cibles à atteindre pour inhiber la réparation membranaire et inhiber l'invasion tumorale, il va falloir trouver des outils pour réussir à les inhiber. Et pour l'instant, les seuls outils qu'on voit, c'est utiliser des anticorps. Des anticorps anti-annexines, avec, dans l'hypothèse, qu'au moment où la cellule cancéreuse subit un dommage, l'anticorps rentre, se fixe sur l'annexine, et bloque et empêche la fonctionnalité. L'inverse. On va travailler sur cette hypothèse-là. Ils peuvent faire l'inverse, surexprimer, pour voir ce qui se passe. Oui, ou surexprimer. Surexprimer, c'est un petit peu quand même ce qui se passe déjà sur les cellules MDR, on le voit bien. Elles surexpriment les annexines, justement, pour lutter, je pense, contre les dommages membranaires. On attend pour une dernière question. Oui. Dernière question. Ce que vous trouvez au niveau de l'arrière-train, ça ne pouvait pas être à cause d'un truc spécifique au point de l'injection ou une stagnation des cellules lors de l'injection? Je pense que si c'était le cas, on le verrait tout de suite, parce qu'au niveau de l'arrière-train, ça se déclare vraiment bien après ce qu'on voit au niveau pulmonaire. Donc pour moi, c'est vraiment un foyer métastatique secondaire. Je pense que ça s'accumule d'abord au poumon. D'ailleurs, ça s'accumule très vite au poumon. Il faut savoir que quand on fait l'injection, lorsqu'on fait l'observation en bioluminescence, quasiment 30 minutes après l'injection, toutes les cellules MDA sont observées au niveau pulmonaire. D'accord. Et au niveau de l'arrière-train, on ne voit rien du tout. Et on ne voit rien du tout pendant des jours et des jours et des jours. Et c'est bien plus tard que ça se développe. Après, c'est vraiment une question importante. J'ai dit, probablement c'est au niveau osseux, parce que dans la littérature, il y a des gens qui se sont intéressés à ça. Et de temps en temps, ils ont vu effectivement un développement métastatique au niveau osseux quand on injecte des cellules MDA. Donc c'est la plus forte probabilité, mais on n'a pas été vérifié encore. Et on le fera, je pense. D'accord. Merci. Merci. Donc merci pour ces échanges. Je vous propose qu'on passe à la conférence suivante et qu'on accueille donc pour celle-ci Laurent Cronier. C'est là ton petit. Tu veux le pointeur? Il n'est pas sur le. Anthony, est-ce que vous avez emmené le pointeur? Donc, bienvenue à Laurent Cronier, donc, qui est maître de conférence et physiologiste dans l'unité STEAM à l'université de Poitiers. Donc, Laurent, vous allez nous parler d'une protéine, de la connexine 43. Donc, une protéine qui est constitutive de canaux intercellulaires associés à la progression des cancers de la prostate. Ça va être l'objet de votre communication aujourd'hui, et notamment de leur capacité à former des métastases osseuses. Donc, la parole est à vous, avec plaisir. Merci pour l'introduction et puis pour l'occasion de parler de ces protéines qui appartiennent à une famille que vous connaissez sans doute. C'est cette fameuse famille qui permettent l'établissement de canaux intercellulaires, c'est-à-dire un échange entre les cellules, en général de coordination, et de vous sensibiliser au fait que ces protéines peuvent éventuellement aussi participer malheureusement à la dissémination métastatique. En effet, assez récemment, ces protéines ont vu des fonctions alternatives leur être associées, et notamment des fonctions de communication avec le milieu extracellulaire, liées au fait qu'avant l'appariement, ces protéines s'oligomérisent au niveau de canaux appelés connexons ou hémicanaux. Et donc cette communication avec le milieu extracellulaire potentiellement permet le relargage d'un certain nombre de facteurs largement impliqués dans la dissémination métastatique notamment. Également, fonction alternative associée à la partie C-terminale de ces protéines,
et qui vont générer, par interaction protéine-protéine, un signalosome assez important. Et puis, de démonstrations encore plus récentes, eh bien, ces protéines ont été retrouvées dans des exosomes, c'est-à-dire au-delà d'une communication, disons, locale, potentiellement impliquée dans une communication à distance vers des cellules cibles. Alors, en termes de pathologie, les mutations de connexine ne sont pas associées au cancer, c'est plutôt des phénomènes de répression, d'expression et ou de délocalisation de cette protéine qui sont constatés. Dans le contexte de la prostate, qui nous intéresse plus particulièrement, le parenchyme glandulaire exprime 3 types de connexines, 32, 26 et 43, mais très rapidement, nous nous sommes focalisés sur la connexine 43, justement associée à cet effet multifonctionnel que je viens de vous décrire, et au fait que la partie C-terminale est très longue et potentiellement pourvoyeuse de multiples fonctions. Et la deuxième raison, eh bien, Magid l'a aussi un peu introduit, c'est que malheureusement, ces connexines ont un rôle plutôt ambivalent, c'est-à-dire au sein de la tumeur primaire plutôt suppresseur de tumeurs, lié notamment eh bien, à un effet antiprolifératif associé à la fonction homéostatique que je vous ai présentée. Mais lorsque la cellule devient dynamique, migrante, lors de la dissémination, eh bien, de nombreuses études montrent, et notamment dans la prostate, que cette connexine 43 pouvait participer à la transformation mésenchymateuse, à la diapédèse, c'est-à-dire l'entrée dans la circulation, et à l'invasion des tissus secondaires. Et en ce qui concerne le site secondaire, et notamment le site osseux, qui est un site privilégié pour le cancer de la prostate, eh bien, très peu de données sont disponibles finalement. Et donc, un des projets du laboratoire est donc d'étudier le rôle de cette connexine 43, de cette protéine de cette famille multigénique, dans la capacité qu'ont ces cellules prostatiques à métastaser dans le tissu osseux. Nous considérons que cette protéine pourrait participer au cercle vicieux qui se met en place dans le site secondaire, au-delà des facteurs solubles et matriciels qui sont bien connus maintenant. Alors, nous avons d'abord cherché à vérifier s'il y avait une signature spécifique associée à cette connexine 43 dans le cas des métastases osseuses, ce qui semble être le cas. Quand on analyse les microarrays, eh bien, on se rend compte que seul le site secondaire osseux montre une augmentation d'expression de la connexine 43, et ceci n'est pas retrouvé pour la 32 et la 26. À l'échelle protéique, nous l'avons également recherché chez des échantillons de patients, et on montre clairement que dans les premiers stades, eh bien, cette connexine 43 est effectivement éteinte, associée à son effet suppresseur de tumeur, mais dans les stades les plus tardifs, et y compris dans les métastases osseuses, eh bien, cette protéine semble être réexprimée. En ce qui concerne les modèles cellulaires, parce qu'on doit bien sûr, pour étudier ce phénomène, passer à l'échelle cellulaire, c'est difficile d'obtenir des cellules de métastases osseuses de patients, eh bien, on retrouve le même profil, à savoir pour les cellules faiblement agressives comme les LNCAP, à très faible niveau d'expression, de même que pour les cellules qui ciblent le tissu, par exemple, du système nerveux central, alors que pour celles qui vont spécifiquement se nicher dans l'os, eh bien, l'expression de connexine 43 est importante. Et donc, nous avons choisi, pour répondre à notre problématique, à notre question, eh bien, de réintroduire, de surexprimer la connexine 43 dans les modèles cellulaires, notamment LNCAP, qui expriment très faiblement cette protéine, de manière à eh bien, réexprimer la connexine 43 à la membrane et générer une capacité de communication, soit entre cellules ou entre cellules tumorales et cellules osseuses, dans le contexte de l'étude. Alors, nous avons abordé cette étude en 3 étapes. La première, l'effet de cette protéine connexine 43 sur les propriétés intrinsèques lorsque la cellule tumorale est seule. Et dans ce cadre-là, c'est une étude qui date maintenant de quelques années, eh bien, nous montrons que la connexine 43 augmente clairement l'agressivité intrinsèque de ces cellules par un changement d'activité de sécrétome, un changement d'activité notamment de sécrétion de métalloprotéases et de facteurs de croissance. Ça va impacter l'invasion de ces cellules, la capacité d'adhérence de ces cellules
Et comme l'a présenté Anthony tout de suite, eh bien, nous avons également testé in vivo la capacité de ces cellules à former des tumeurs. Et donc, intrinsèquement, cette connexine est agressive. Ensuite, nous avons abordé évidemment la communication hétérocellulaire qui s'établissait entre les cellules osseuses et les cellules tumorales prostatiques. Et là encore, l'impact est négatif. Et notamment, nous avons déclenché, à notre grande surprise, un impact ostéolytique dans ces cellules qui étaient plutôt ostéogéniques dans le contexte osseux. Ceci est lié, je ne rentrerai pas dans les détails, mais à une diminution de la prolifération des cellules osseuses et lié à un profil de sécrétion de facteurs résorbants qui est exacerbé par la présence de la connexine. En parallèle, une étude américaine a finalement complété notre étude faite à Poitiers, parce qu'elle montre clairement que dans ce dialogue qui s'établit grâce à la connexine 43, eh bien, les cellules osseuses pouvaient aussi être pourvoyeuses de calcium. Le calcium pouvait être transféré de la cellule osseuse vers la cellule tumorale prostatique et activer un certain nombre de facteurs de transcription calcium dépendants, notamment déclenchant une augmentation de prolifération et, dans leur étude préclinique, une augmentation des métastases osseuses. Et donc, ce que je voudrais aborder assez rapidement aujourd'hui, c'est le troisième axe, celui qu'on développe à l'heure actuelle, c'est-à-dire au-delà de la communication directe, en contact des cellules, eh bien, étudier le rôle éventuel de cette connexine 43 dans le dialogue lié aux facteurs solubles potentiellement libérés dans la niche endostéale. Nous avons choisi de l'étudier par milieu conditionné osseux en contact avec des cellules tumorales. Alors, l'analyse phénotypique a été assez longue. Nous n'avons pas montré clairement d'effet de cette connexine 43 dans les propriétés déclenchées par le conditionnement osseux en termes de prolifération, d'apoptose ou de migration. Le phénomène qui était clairement activé en présence de conditions osseuses par la connexine 43 était lié à la dynamique cellulaire, c'est-à-dire à la capacité qu'ont ces cellules à migrer de manière individuelle, comme vous le voyez ici en vidéomicroscopie. Et la présence du milieu conditionné osseux eh bien, augmente à la fois la distance parcourue et la directionnalité de ces cellules, c'est-à-dire la faculté qu'elles ont à se déplacer de manière rectiligne, qui est un facteur important pour la dissémination. Bien sûr, et sans surprise, cet effet dynamique est associé à un changement morphologique, puisque ces cellules présentent un phénotype mésenchymateux classique, uniquement lorsque la connexine 43 est surexprimée et en présence du milieu conditionné osseux. Nous l'avons bien sûr vérifié par eh bien, un immunomarquage de la cortactine qui est impliqué dans la formation des lamellipodes. Ce sont des structures qui sont présentes au front de migration des cellules. Et de manière très intéressante, nous avons montré que la connexine 43, qui est également surexprimée par l'environnement osseux, eh bien, va se concentrer spécifiquement, va interagir avec la cortactine sur ce front de migration des cellules. Et ceci, bien sûr, démontré à la fois en immunomarquage et en co-immunoprécipitation. Donc, a priori, la connexine 43 va favoriser l'effet pro-migratoire du micro-environnement osseux en finalement polarisant ces structures membranaires. Alors, nous avons ensuite voulu savoir si cet effet était strictement associée à la présence membranaire de cette connexine. Je vous rappelle que dans le cancer, elle peut être restreinte au cytoplasme, elle n'est pas forcément exprimée à la membrane. Eh bien, nous l'avons abordé par des modèles présentant des défauts d'exportation de connexine 43, par exemple les PC3 bien connus. Et dans ce cadre-là, eh bien, donc, quand on surexprime la connexine 43, elle reste en contact avec le réticulum endoplasmique. Eh bien, dans ce cadre-là, lorsque la connexine ne va pas à la membrane, eh bien, l'effet promigratoire, le micro-environnement osseux, finalement, n'est plus capable de générer un effet dynamique. C'est donc bien la preuve que cet effet promigratoire nécessite la présence de la connexine à la membrane. Alors ensuite, bien sûr, et évidemment, d'après ce que je vous ai présenté au tout début, vu les multiples fonctionnalités de cette connexine, on a envisagé un certain nombre de fonctions associées. Clairement, ce n'est pas une communication directe entre cellules, puisque l'effet constaté est un effet
sur des cellules isolées. Nous avons aussi finalement écarté l'hypothèse d'une communication par hémicanal, donc relargage d'ATP IP3 par exemple, parce qu'un bloqueur spécifique, l'acide flufénamique, eh bien, n'empêche pas l'effet promigratoire du milieu conditionné osseux. Et donc la seule hypothèse qui nous restait, eh bien, c'était l'implication de la partie C-terminale, qui est assez longue dans le contexte de la connexine 43 et potentiellement capable de fixer un certain nombre de facteurs du cytosquelette notamment. Nous l'avons abordé par l'utilisation de formes tronquées. Nous avons réintroduit des formes tronquées de la connexine dans nos cellules LNCAP, soit uniquement la partie C-terminale, ou soit la partie canal tronquée de cette partie C-terminale. Et là, le résultat est clair. Le résultat est clair tant que la partie C-terminale est présente, dans la forme totale ou même lorsqu'elle est uniquement présente, eh bien, on garde l'effet promigratoire du milieu osseux. Par contre, dès que la partie C-terminale n'existe plus, n'est plus présente, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus d'effet dynamique sur les cellules. Donc l'extrémité carboxyle est largement impliquée, donc c'est un effet qui n'est pas lié au canal. Ce n'est pas un effet canal de cette connexine. Donc la partie C-terminale est nécessaire et même suffisante pour la réponse au micro-environnement osseux. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes moléculaires. Nous l'avons recherché grâce à des compétences au laboratoire, notamment en associant des petites protéines G classiquement associées à la dynamique cellulaire, notamment RAC1 par des méthodes de pull-down notamment. Et ce que nous montrons, c'est que la connexine 43 est capable d'interagir directement avec la protéine PAC1 qui est impliquée dans cette voie. Mais surtout, sur quoi je voudrais insister ce matin, c'est que lors de cette étude des mécanismes moléculaires, eh bien, on a mis en évidence, on a mis à jour une nouvelle forme de la connexine 43 qui a été très très récemment découverte. C'est donc cette forme à 20 kilo Dalton qui est également surexprimée en conditions de milieu conditionné osseux. Donc a priori, la forme totale et la forme courte voient leur expression augmenter en présence de milieu osseux. Et on peut même aller plus loin parce que cette forme courte, qui est une forme produite naturellement, ce n'est pas un artefact, elle a été démontrée dans les cellules cardiaques notamment, elle est capable d'interagir dans ces cellules avec la forme totale et surtout, de favoriser son expression vers la membrane. Elle participe en tant que protéine chaperonne à l'exportation au trafic de la forme longue vers la membrane. Et nous montrons que, toujours par cette technique de pull-down, que cette forme courte est également capable, d'interagir avec PAC1 et donc d'activer la migration directionnelle. Ce que je dois préciser là, c'est que cette forme à 20K est une forme tronquée au niveau N-terminal et correspond à la partie C-terminale de la connexine. Donc, pour résumer, la connexine 43, notamment la partie C-terminale, clairement augmente l'activité promigratoire du milieu conditionné osseux pour le cas, en tous les cas, du cancer de la prostate. Il nous reste bien sûr un certain nombre de travail à faire. Les projets sont en cours, notamment connaître les acteurs de cette sensibilité. Alors, d'abord, du point de vue de la cellule tumorale, nous avons établi une collaboration avec une équipe au Canada qui est spécialiste de la protéomique de surface, savoir si la présence de la connexine à la membrane change la réceptivité, change le profil d'expression des protéines à la membrane de ces cellules. Nous avons bien sûr envisagé de savoir quels étaient les facteurs impliqués dans cette dynamique, dans cet effet promigratoire, donc par sécrétome évidemment. Et nous avons notamment identifié une protéine particulière, la périostine, qui est un marqueur de la progression tumorale dans certains cancers, qui reproduit strictement l'exportation à la membrane, la capacité d'augmenter la connexine 43 à la membrane, qui reproduit également l'effet migratoire directionnel de l'ensemble du milieu conditionné. Et puis, bien sûr, on n'exclut pas la participation d'exosomes, de ces fameuses vésicules extracellulaires, d'autant plus que
la connexine a été identifiée dans ces exosomes, notamment dans les cas de glioblastomes, et même la forme courte, à 20 kilodalton, aussi identifiée dans ces exosomes. Cet effet est donc lié à la membrane. Cet effet implique potentiellement la partie C-terminale et notamment une forme naturelle, la protéine à 20 kilodalton. Donc actuellement, nous nous focalisons, nous nous concentrons sur l'activité de cette forme courte à 20 kilodalton. Nous l'avons introduit par transfection dans des cellules qui présentent des défauts, toujours ces fameuses PC3, qui présentent des défauts d'exportation à la membrane. Et résultat prometteur, cette transfection de 20K a facilité l'exportation de la forme totale à la membrane, a rétabli une fonctionnalité de couplage intercellulaire et même d'hémicanal. Donc il nous reste maintenant in vitro à bien sûr décrypter les mécanismes sous-jacents et in vivo savoir si ça impacte la propension à fabriquer des métastases osseuses. Pour terminer, vous avez compris que c'est une recherche fondamentale. Vous avez compris que la connexine est multifonctionnelle. Donc à ce stade, nous considérons la connexine comme un marqueur de la progression métastatique vers le tissu osseux. On est bien sûr conscient qu'il reste des gaps, sans jeu de mots, vers la clinique, liés à la multifonctionnalité. Les connexines, notamment la 43, a beaucoup de fonctions, qu'elles soient à la membrane ou restreintes dans la cellule, liées aussi au fait que très peu d'inhibiteurs spécifiques soient disponibles. Et ça, c'est un problème. La seule étude clinique qui a démarré sur le sujet concerne le mécolphénamate, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, à faible effet de blocage de la communication. Et puis, bien sûr, l'ubiquité de ces protéines laisse supposer, malheureusement, des effets secondaires non négligeables qui vont sans doute nécessiter de cibler précisément les cellules que l'on cherche à atteindre et ou, comme ça a été fait en préclinique, de considérer les bloqueurs de communication uniquement comme des potentialisateurs d'effets antitumoraux. Voilà, je voudrais remercier les nombreux collaborateurs à Poitiers et ailleurs, et puis bien sûr et surtout le soutien financier notamment de la Ligue, sans qui nous ne pourrons pas travailler, et de la Société française de rhumatologie. Je vous remercie pour votre attention. Merci Laurent pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tumeur suppresseur avec effet prométastatique, avec une forme variante. Ça rappelle beaucoup P53. Oui. Est-ce que vous avez détecté ou pu détecter des mutations quelque part qui pourraient avoir une activité oncogénique? Et l'autre sous-question, c'est est-ce qu'il y a des anticorps spécifiques de la forme courte qui, elles, pourraient être utilisés en thérapie? Alors, malheureusement, non, pas d'anticorps spécifiques de cette forme courte, qui est due à une traduction alternative, en fait. L'ARN est polycistronique, et en fait, c'est strictement la même séquence que la forme longue, donc il n'y a pas d'anticorps spécifique. En ce qui concerne l'effet antiprolifératif, en fait, il est multiple. Il peut être associé soit à la communication entre cellules, c'est-à-dire à un transfert soit de facteurs de croissance ou AMPC pouvant impacter la prolifération des cellules. Mais il peut être aussi dû à cette capacité d'interactome, c'est-à-dire en quelque sorte de chélation des facteurs de transcription qui peuvent potentiellement déclencher la prolifération des cellules. Et puis même, dans certains cas, on a retrouvé la forme courte à 20K dans le noyau. Même s'il n'y a pas de NLS a priori de séquence connue, en tous les cas, on peut le retrouver dans le noyau. Donc le problème est là, il n'y a pas de mutation forcément associée d'oncogène, et disons le phénomène qui déclenche le contrôle de la prolifération est très certainement multiple. Bonjour, Marouane Fouati. J'ai une question sur le choix du modèle de cancer de la prostate, parce que pour le coup, le cancer de la prostate est un cancer qui peut méta d'emblée, peu métastatique par la suite, car très encapsulé par nature. Pourquoi avez-vous fait le choix du cancer de la prostate plutôt qu'un cancer du rein, par exemple, qui est plus méta en général, et particulièrement sur des méta osseuses? Alors,
le cancer de la prostate, en fait, à l'origine, hein, je suis aussi assez récent dans le domaine du cancer. En fait, j'ai travaillé très longtemps sur le renouvellement osseux. J'ai travaillé très longtemps sur la physiologie osseuse et notamment en montrant l'activité de cette connexine 43 dans le renouvellement normal du tissu osseux. Et en fait, le choix du cancer de la prostate, plutôt que le cancer du sein, était qu'il y avait beaucoup moins d'informations pour le cancer de la prostate. Alors, le profil connexine 43 est assez similaire entre la prostate et le sein. On a des données qui sont assez concordantes entre les deux. Et puis la deuxième raison, elle est géographique, j'allais dire, hein, puisque je connaissais la responsable du service de rhumatologie, donc Françoise Debier, et on interagissait déjà dans le cadre de la physiologie normale. Et donc, naturellement, elle m'a indiqué que c'était le cancer de la prostate qui était le plus indiqué. Si, non. Au repas de midi. Je suis désolée. Donc, on va passer à la troisième conférence. Donc, on accueille Kevin Baranger, qui est chargé de recherche au CNRS dans l'unité Liens à La Rochelle, et qui est spécialiste donc, des systèmes protéolytiques, et notamment des systèmes de type métalloprotéasique, donc très important dans le remodelage de la matrice extracellulaire dans le contexte de la session de maintenant. Et donc, il va particulièrement nous parler de sucres marins qui peuvent être de nouveaux pharmacorégulateurs de l'invasion et de la migration dans un modèle de cancer du sein triple négatif. Donc, on va réentendre parler de MDA-MB 231. Exactement. À toi, Kevin. Alors, merci pour l'introduction et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler, je vais vous présenter des résultats, alors qui ne sont pas les miens, mais ceux de l'axe cancer de l'équipe BCBS du Liens à La Rochelle, et équipe que j'ai rejoint il y a tout juste 1 an. Donc, comme vous le savez, le cancer du sein est le premier cancer chez les femmes, et malheureusement, il y a des formes de très mauvais pronostics, plus agressifs et plus résistants surtout au traitement, d'où la nécessité, notamment les cancers triples négatifs, d'où la nécessité de développer de nouvelles stratégies potentiellement complémentaires avec les traitements conventionnels. Et parmi ces nouvelles stratégies potentielles se trouvent les agents migrastatiques, qui pourraient être utilisés seuls, mais principalement avec les chimiothérapies conventionnelles. Alors, ces agents migrastatiques devraient toucher différents systèmes. Le premier est un système plutôt kinase ou phosphatase, qui vont contrôler le remaniement du cytosquelette. Et le second est plutôt le remaniement de la matrice extracellulaire, qui va participer à l'établissement du bon micro-environnement cellulaire pour la migration, l'invasion et la dissémination. Dans le cadre de ce deuxième point, du remaniement de la matrice extracellulaire, comme vous le savez maintenant, la plupart des cellules tumorales, immunitaires, fibroblastiques ou vasculaires présentes autour de la tumeur sécrètent des facteurs, différents facteurs, et notamment des enzymes, comme par exemple des glycosidases ou encore des protéases. Parmi les glycosidases d'intérêt, il y a les paranases 1 et les protéases, vous connaissez tous maintenant, les métalloprotéases matricielles. Et en synergie, donc ces familles d'enzymes vont cliver les glycoprotéines qui soient membranaires ou alors présentes, solubles dans la matrice extracellulaire. Et si l'on image ces glycoprotéines par cet arbre, par exemple, alors les paranases va élaguer cet arbre, va enlever les sucres présents à la surface, et les MMP vont tronçonner après la partie protéique. Donc on parle vraiment d'une action synergique. Les paranases est une cible thérapeutique d'intérêt car elle a une spécificité enzymatique particulière. C'est la seule enzyme de l'organisme capable de cliver les chaînes d'éparansulfate sur les HSPG, donc les éparansulfates protéoglycans. Parmi eux, on trouve les syndécans ou les glypicans, et là, en protéines solubles, on va trouver les perlécans, l'agrine ou encore le collagène 8. Alors, les propriétés physiopathologiques de l'éparanase 1 sont connues, sont bien étudiées depuis une trentaine d'années maintenant. On sait qu'elle participe au phénomène d'adhésion, d'angiogénèse, d'inflammation, de métastase. Et si on fait un petit focus sur le cancer du sein, où je vous présente ici que 2 articles récents de la littérature. Le premier suggère que l'éparanase 1 est un
nouveaux biomarqueurs des cellules infiltrantes dans le cas du cancer du sein, ou alors que l'héparanase, en tant que telle, pourrait jouer le rôle d'un facteur de clustering de cellules cancéreuses circulantes et qui favoriserait les métastases dans le cancer du sein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'héparanase 1 a un métabolisme plutôt complexe, puisqu'elle va être sécrétée sous forme de proforme, alors ici c'est le rond rouge en haut à gauche, qui, une fois sécrétée dans le milieu extracellulaire, va devoir être réendocytée en se fixant avec son substrat, donc qui ne sera pas clivé, mais qui va lui servir de cheval de Troie pour re-rentrer dans la cellule par endocytose, puis il va se localiser très rapidement dans les lysosomes où elle va être activée par un phénomène protéolytique, par la catepsine L. Et c'est dans ces lysosomes où elle va cliver son cheval de Troie, notamment les chaînes d'héparine sulfate liées au sein de camp notamment. Elle sera ensuite libérée dans le milieu extracellulaire où elle va pouvoir avoir son action d'enzymes glycolytiques sur les protéines de la matrice extracellulaire ou membranaire. Et ces fragments d'héparine sulfate vont pouvoir se lier à leur tour sur d'autres récepteurs de type TOL pour induire une inflammation via la voie NF-κB. Une autre possibilité, qui est de plus en plus décrite maintenant, c'est que l'héparanase peut se localiser dans le noyau après activation et jouer le rôle d'un facteur de transcription et notamment jouer un rôle sur le contrôle de l'expression de facteurs, notamment des enzymes, comme les MMP, ou encore ses propres substrats, et qui vont favoriser ainsi le cercle vicieux de la migration et de l'invasion. Enfin, une dernière possibilité et propriété de la prohéparanase, qui n'est pas encore très bien compris, notamment dans le cancer, c'est sa capacité à interagir avec des récepteurs qui ne sont pas encore identifiés ou avec certaines intégrines pour induire des voies de signalisation de type STAT qui vont également participer à ces processus cancéreux. D'un point de vue inhibition, il existe plusieurs stratégies qui ont été développées, des petites molécules organiques, des anticorps bloquants. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les dérivés d'oligosaccharides issus de polysaccharides sulfatés, qui vont être des mimes structuraux de l'héparine, puisqu'il faut savoir que l'héparine est un inhibiteur et l'inhibiteur endogène principal de cette héparanase. Donc, pour étudier ce type d'oligosaccharides comme traitement potentiel, il faut bien sûr que ces molécules aient perdu leurs propriétés anticoagulantes. Et donc, c'est ce qui a été développé depuis pas mal d'années avec différentes molécules, comme par exemple le PG545, qui a prouvé son effet anti-angiogénique et anticancéreux, ou encore le Ronparstat, qui est également un anticancéreux actuellement en phase clinique. Et donc, c'est dans ce contexte que les études de l'équipe BCBS au sein du LIANS s'inscrivent, et notamment à la recherche de nouvelles sources de polysaccharides sulfatés non animales. Et donc, ils se sont focalisés depuis 5-6 ans sur l'étude de polysaccharides issus des algues. Et à l'aide de processus biotechnologiques qu'ils maîtrisent parfaitement, ils sont capables de transformer d'un polysaccharide de 2500 kDa, d'en faire des tout petits fragments, d'oligosaccharides qu'on a appelés Landaco. Donc Hugo vous en a parlé un petit peu hier. Et donc ces Landaco, il y a déjà une étude qui a montré le potentiel, l'intérêt de ces Landaco comme pouvant inhiber la migration de cellules MDA MB231, donc des cellules de cancer du sein triple négatif. Donc l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter l'étude d'après, c'est-à-dire la validation, et essayer de comprendre comment ce Landaco peut fonctionner dans ce contexte d'inhibition de la migration et potentiellement de l'invasion de ces cellules. Donc tout d'abord, dans cette étude, on a comparé l'effet de notre candidat, donc du Landaco, avec la molécule native, le Landacar, mais également le gold standard, donc de l'héparine, qu'on va appeler UFH ici, ou une héparine de bas poids moléculaire qui aura été dépolymérisée de la même façon que le Landaco à partir du Landacar. Ce sont normalement des inhibiteurs de l'héparanase, donc on a cherché, on a validé le fait qu'ils étaient toujours inhibiteurs, potentiellement inhibiteurs. Et donc, dans ce tableau, vous pouvez voir ici que lorsqu'on compare les capacités d'inhibition de l'héparine, la molécule native et le gold standard inhibiteur de l'héparanase à celui de notre Landaco, vous pouvez constater ici que notre Landaco est moins bon inhibiteur et 10 fois moins bon inhibiteur que l'héparine, puisque plus l'IC50 est petite et plus l'inhibiteur est efficace. Donc tous ces résultats qui vont suivre sont des résultats qui viennent tout juste d'être acceptés il y a moins de 10 jours dans la revue Marine Drugs. Et je souligne ici la participation d'un collaborateur de Poitiers, donc qui est un partenaire de l'Oncosphère aussi, donc Franck Morel au LITEC à l'Université de Poitiers.
Donc, on a voulu tout d'abord se positionner dans des conditions où nos molécules n'auraient pas de cytotoxicité et pas d'effet aussi sur la prolifération cellulaire. Donc, ce qui est le cas, donc à 100 microgrammes ml, qui est la dose qu'on a testée à travers toute notre étude, pas d'effet cytotoxique ni antiprolifératif. On a recherché à revalider les effets antimigratoires de ce Landaco et on a mis en place un test simple de migration en chambre de Boyden. Et tout d'abord, on a voulu mettre en évidence que les paranases étaient bien impliqués dans ce test de migration. On a utilisé un inhibiteur chimique, l'OGT, qui est ici, et l'OGT diminue sensiblement de 25% l'inhibition de ces cellules dans ce modèle, ce qui signifie que les paranases est impliqué dans ces phénomènes de migration. En ce qui concerne nos candidats, on a obtenu des profils différents et, chose intéressante que vous pouvez voir ici, notre Landaco semble être aussi efficace que l'héparine pour inhiber la migration de ces cellules. Donc ça, on était très content de retrouver les résultats qui avaient déjà été publiés en 2019. Et chose assez intéressante, lorsqu'on compare la molécule native, il y a un vrai gain à cette optimisation biotechnologique, donc transformer la molécule native en oligomère de toute petite taille. On a ensuite cherché à caractériser les effets anti-invasifs. Et donc pour cela, on a utilisé une chambre de Boyden en rajoutant cette fois-ci du matrigel sur l'insert et en réalisant ces expériences dans les mêmes conditions. On n'a cette fois-ci pas réussi à mettre en évidence un effet de l'héparine ni de son dérivé. Par contre, on a mis en évidence un effet anti-invasif du Landaco, ce qui était toujours intéressant. Et encore une fois, un vrai gain de la dépolymérisation de la molécule native. Alors, pour comprendre le mécanisme d'action du Landaco, on a commencé par aller regarder simplement s'il pouvait moduler l'expression de sa cible, notamment de l'héparanase. Et donc, on a pu mettre en évidence que, en effet, le traitement au Landaco diminue d'environ 50%, un peu moins, l'expression de l'héparanase dans notre modèle de cellules MDA, et se traduit également par une diminution au niveau protéique dans les lysas cellulaires d'environ 50%. Et ici, il est à noter que l'héparine est également capable de diminuer ces taux d'héparanase dans le lysas cellulaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'héparanase peut jouer un rôle de facteur de transcription et a pour cible notamment certaines MMP, notamment MT1-MMP, aussi connu sous le nom de MMP14. Nous avons vérifié que le traitement Landaco, qui diminue l'héparanase, diminue également une de ses cibles directes transcriptionnelles, qui est MT1-MMP ou MMP14, ce qui est le cas avec une diminution de l'ordre de 50%. Toujours, l'héparine n'a pas d'effet sur l'expression de cette protéase. Et cette différence d'un point de vue expression se traduit également au niveau protéique, puisqu'on observe une diminution d'environ 25% des taux de MT1-MMP, proforme et forme active, dans les lysas cellulaires de nos cellules MDA, très Landaco, avec aucune différence observée pour l'héparine. Donc, MT1-MMP est connu pour être impliqué dans la migration des cellules, dans la migration de nombreuses cellules. C'est son activité physiologique. Et une autre activité particulière est la capacité et la spécificité d'activation de la pro-MMP2. La pro-MMP2 ou MMP2 est également appelée gélatinase, et gélatinase car elle est capable de cliver très facilement la gélatine, qui est un substrat qu'on peut mettre dans les gels de Western pour réaliser des gels de zymographie. Et comme vous pouvez le constater ici, nous avons pu mettre en évidence que le traitement Landaco, qui diminue l'expression de MT1, qui est l'activateur principal de MMP2, se traduit par une très forte diminution de l'expression de MMP2 dans les cellules traitées. À noter également une diminution modérée de l'activation de MMP2 dans les cellules traitées avec l'héparine. Donc cette idée que le Landaco peut contrôler à la fois, que la finalité du Landaco serait de contrôler l'activité des MMP, fait écho à des papiers de la littérature, j'en ai cité que 2 ici, qui ont montré que dans les lignées MDA-MB231, lorsqu'on diminuait l'expression ou l'activité de certaines MMP, notamment MMP2, MT1, MMP, on avait bien une réduction de ces processus migratoires invasifs des cellules. Donc, nos résultats trouvent écho, donc ce qui était assez intéressant. Mais ce qui nous manque maintenant, c'est de savoir si vraiment c'était bien l'héparanase qui était bien au-dessus de cet axe MMP14 et MMP2. Donc pour cela, on a décidé d'établir une lignée de MDA transfectée avec des shRNA anti-héparanase 1
Et donc nous avons tout d'abord sélectionné une population de cellules avec une expression qui était à 50% diminuée d'un point de vue génique, que l'on a bien sûr vérifié d'un point de vue protéique. Et vous observez ici une forte diminution de 50% au niveau protéique. Donc on a bien une lignée atténuée pour les paranases 1 qui mime un peu ce que l'on observe lorsqu'on traite nos cellules avec le Landaco. Et dans ces conditions-là, lorsqu'on compare l'expression de la MMP14, on trouve bien aussi une diminution de l'expression de la MMP14 qui se traduit par une très très forte diminution de l'activité de MMP2. Donc ces résultats confirment, en tout cas, que notre Landaco a son effet qui passerait bien par cet axe éparanase MMP14, MMP2 sur les lignées MDA et MB231. Donc pour conclure, cette étude confirme le côté migrastatique et le pouvoir migrastatique de cette molécule et le pouvoir anti-invasif aussi, et que cette action du Landaco passerait bien par les paranases, puisqu'il est capable de contrôler à la fois le métabolisme de l'éparanase, mais également l'axe MMP14 et MMP2. Alors en perspective de ce travail qui vient de se conclure, c'est vraiment d'aller caractériser ce mécanisme d'action. Donc plusieurs hypothèses, plusieurs voies que l'on va creuser un peu. Tout d'abord, c'est de discriminer la part d'action du Landaco sur les paranases de celle sur les MMP, donc à l'aide d'approches SHRNA par exemple contre les MMP ou mettre des inhibiteurs de MMP pour voir si on arrive à bloquer les effets du Landaco derrière. Également d'aller chercher à savoir si d'un point de vue métabolique on peut contrôler l'activation de cette proéparanase, notamment en bloquant les interactions avec les HSPG membranaires par exemple. Quelque chose qui nous semble très pertinent, c'est d'aller chercher à comprendre, savoir si ce Landaco est capable de rentrer ou de pénétrer à l'intérieur de la cellule, et notamment dans les lysosomes, où il pourrait bloquer cette interaction, cette activation vraiment à l'endroit où l'éparanase est activée, ou également aller dans le noyau pour réprimer peut-être l'action transcriptionnelle que pourrait avoir l'éparanase. Et enfin, cette dernière action, essayer d'identifier bien sûr les récepteurs de la proéparanase qui pourraient intervenir aussi dans ces voies plutôt délétères, et de voir si on pouvait jouer sur interférer avec les interactions avec les intégrines. Donc pour conclure, je souhaite remercier tous les participants à cet article du LIANS et notamment de l'équipe BCBS ainsi que du LITEC à Poitiers et nos sources de financement. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut avoir 2 questions. Oui, vas-y. Non, c'est à toi. J'avais une question sur un des graphiques que vous avez montré. Oui. Vous montrez que le Landaco est inhibiteur de migration, Oui. mais que la forme polymérique, donc le Landacar, semble l'activer. Oui. Est-ce que c'est lié à un effet sur les paranases ou est-ce que c'est un autre effet que vous avez caractérisé? Alors, pour être très honnête, on ne l'a pas caractérisé. Ce que l'on observe par contre, c'est qu'il semblerait que bizarrement, la forme native soit capable d'agglomérer les cellules sur l'insert. Et que cet agglomérat semble participer à cette migration, à favoriser la migration. Donc il y aurait certainement un changement d'état, on va dire plutôt une migration qui va être enzymatique dépendante, comme on pourrait avoir classiquement. Et lorsqu'elles sont agrégées, elles vont s'organiser et peuvent peut-être utiliser d'autres types de migration, peut-être intégrine dépendante ou des choses comme ça, qui favoriseraient le passage. Et on a la même chose au niveau de l'invasion. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément caractérisé, puisqu'on ne veut pas travailler avec le Landacar-Hagenan, puisqu'on se focalise vraiment sur une toute petite... Ça fait 2500 kDa contre 1,2 kDa. C'est plus facile de travailler avec le petit oligomère. Voilà. D'accord. Merci. D'autres questions? Sinon, je vais poser moi une question. Est-ce que ces caraganates sont toxiques? Vous les avez déjà injectés in vivo pour voir qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des tests in vivo en cours, des choses comme ça? Non, alors c'est prévu. Je suis venu notamment pour étudier ça, alors pas dans le cadre du cancer, mais plus de l'inflammation. Mais oui, on a des expériences de toxicité à faire in vivo, bien sûr. Compléter la réponse, en fait, tout dépend de la taille de la molécule avec laquelle tu travailles. Donc, si tu travailles avec le polymère, il y a des toxicités qui sont démontrées. C'est même ce produit-là qui est utilisé pour provoquer de l'inflammation dans le contexte de l'étude des maladies inflammatoires. donc, il nous intéresse guère. Et tout l'enjeu est d'adapter la taille des molécules qui complètement changent leur fonction. Donc,
Voilà. Et sur les cellules, il n'y a pas des tests d'apoptose, des choses comme ça? C'est-à-dire poser sur les cellules, par exemple, MDA, pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. On n'a pas regardé l'apoptose. On n'a pas regardé, mais on a juste fait de la prolifération toute simple avec un comptage, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les mécanismes qui pourraient être sous-jacents. Voilà. Merci. Donc, nous allons accueillir le dernier conférencier de la session et des journées. Oui. Ah oui, mais en conférence scientifique. D'accord. Parce que je me suis dit, j'ai quelque chose qui est pas présent sur mon programme alors. Donc, on accueille Jean Descarpentries. Ça se dit. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. On peut dire comme ça. Bon, d'accord, merci, je n'ai pas écorché le nom. Alors, en fait, et donc, ça va être le seul doctorant, si j'ai bien fait effectivement mon travail, d'avoir observé Voilà, donc tu es le seul doctorant à présenter, et donc on est ravis, effectivement, que tu puisses nous parler de tes travaux de thèse, que tu termines, si j'ai bien compris, la soutenance est proche. Et que tu as effectué ces travaux dans l'unité INSERM 1026 à Bordeaux. 29, pardon. Et que ces travaux ont porté donc sur l'utilisation donc des prosegments d'enzymes que l'on appelle les convertases, donc que tu vas nous définir, et qui correspondent à des inhibiteurs naturels de ces enzymes, avec tout l'intérêt que ça peut constituer dans la lutte contre la dissémination métastatique. Donc la parole est à toi. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux donc, sur le prosegment de la furine et son rôle dans l'invasion et le développement métastatique et comme potentielle cible thérapeutique. Donc, tout d'abord, un bref rappel. L'ARN messager, il est traduit en protéines au niveau du réticulum endoplasmique et ensuite, par la suite, le peptide néosynthétisé va subir différentes modifications post-traductionnelles et notamment, l'une d'entre elles, c'est le clivage protéolytique. Il se présente sous différentes manières, à savoir qu'on peut avoir un propeptide inactif qui, suite à ce clivage, deviendra actif, ou inversement, un propeptide qui est actif, qui va subir ce clivage et qui n'aura pas de modification de son activité, ou au contraire, avoir une activité opposée à sa forme de propeptide, ou même devenir inactif suite à ce clivage. Les protéases responsables de cette maturation protéolytique sont les convertases. Donc, c'est une famille de sérines protéases très bien connues qui ont de fortes homologies entre elles et qui reconnaissent un motif de clivage déterminé, consensus, qui est entre 0, 2, 4 ou 6 acides aminés encadrés par une arginine ou une lysine. La convertase qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la furine, qui possède un domaine transmembranaire, et c'est pour ça qu'on la retrouve notamment au niveau du trans-Golgi network et de la surface membranaire. Et elle est responsable du clivage de différents substrats, donc sans entrer dans le détail, elle clive notamment des facteurs de croissance, des prohormones ou même des récepteurs. Tout en sachant que la furine est impliquée dans tout un tas de voies physiologiques, mais également pathologiques, et notamment dans le développement tumoral, dans l'invasion et développement métastatique. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de développer des inhibiteurs contre cette convertase. L'un des inhibiteurs d'intérêt, c'est un inhibiteur endogène, c'est le prodomaine de la furine. Il faut savoir que la furine, lorsqu'elle est synthétisée sous une proforme inactive, avec son prosegment ici que vous voyez en rouge, et lors de sa migration vers le Golgi, elle subit un auto-clivage protéolytique, je vais y arriver, et elle devient à ce moment-là active. Donc nous, on s'est dit, on va essayer d'utiliser ce prosegment comme inhibiteur et de visualiser son effet sur le développement tumoral et métastatique. Donc pour cela, on a développé des lignées cellulaires qui expriment uniquement ce prodomaine qu'on appellera maintenant PP-furine, pour des raisons de simplicité. Et on a regardé dans les lysats cellulaires de ces cellules transfectées l'expression, plutôt l'activité des convertases. Donc pour cela, on utilise un substrat un substrat universel des convertases couplé à un fluorochrome, et on mesure cette activité et on observe que les lysats cellulaires issus de la lignée PP-furine ont une activité convertase fortement réduite. Également, par la suite, on a regardé des substrats spécifiques de la furine, donc à savoir PDGF-A et IGF-1R.
Donc, comme vous pouvez le voir avec les cellules contrôle, la forme majoritaire, c'est la forme mature, alors que dans la lignée PP-furine, on observe une accumulation de la proforme. Donc, on arrive à inhiber le clivage des substrats de la furine. Donc, après, on a voulu regarder en aval les effets sur les voies de signalisation impliquées. Donc, on a regardé la voie de signalisation d'AKT, qui est impliquée dans la prolifération et la survie cellulaire. Ce qu'on observe, c'est que dans la lignée contrôle, après ajout d'IGF-1, au bout de 15 minutes, on observe la phosphorylation d'AKT, alors que la lignée PP-furine n'est pas capable du tout de phosphoryler AKT, donc cette voie de signalisation est bloquée. Et derrière, ça entraîne que cette lignée n'est pas capable de développer des colonies. Ensuite, on a regardé son rôle dans l'invasion, donc avec la méthode de chambre de Boyden. Et on observe que la lignée PP-furine n'est pas capable, plutôt envahit beaucoup moins que la lignée contrôle. Et également, sa motilité est fortement réduite. Également, on a regardé sa sensibilité à l'apoptose. Donc, après traitement par 2 agents apoptotiques, à savoir l'H2O2 et la staurosporine, on a remarqué que la lignée PP-furine est beaucoup plus sensible à l'apoptose. Donc, c'est-à-dire que l'inhibition de la furine rend les cellules beaucoup plus sensibles à la mort cellulaire. En parallèle de ça, on a eu l'opportunité d'avoir des prélèvements de patients qui avaient des tumeurs colorectales et des métastases hépatiques. Et on a regardé par immunofluorescence le niveau d'expression de la furine dans ces tissus. Ce qu'on observe, c'est qu'on a une forte augmentation de la furine dans les tissus tumoraux, mais encore plus dans les métastases. Donc c'est d'autant plus intéressant d'essayer d'inhiber cette furine. Donc on a, avec nos cellules développées précédemment, on a injecté ces cellules à des souris et on a regardé le développement tumoral. Ce qu'on observe, évidemment, c'est que la lignée PP-furine fait développer des tumeurs beaucoup plus petites. Également, à la fin de cette expérience, on a récupéré les tumeurs et on a mesuré l'activité des convertases et on observe que l'activité est réduite dans ces tumeurs. Donc ça, c'est pour le développement tumoral, mais maintenant, on a aussi regardé l'effet sur le développement métastatique in vivo. Donc pour cela, notre modèle, on injecte nos cellules tumorales dans la rate. Elles vont migrer via la veine porte jusqu'au foie et développer des métastases au foie. Donc à 15 jours après injection, on récupère les foies et on compte les métastases au foie. Ce qu'on remarque, c'est la lignée contrôle, 100% des souris développent des métastases, alors que les souris qui ont été injectées par la lignée PP-furine, seulement 1/3 développent des métastases. Et en plus de ça, elles développent beaucoup moins de métastases sur le foie. Donc on voit que PP-furine a un rôle vraiment très important sur le développement métastatique. En parallèle de ça, en collaboration avec un laboratoire canadien, ils nous ont synthétisé le peptide de la profurine. Et donc, on a pu l'utiliser directement en traitement sur nos cellules. Et ce qu'on observe, c'est, comme précédemment, on a regardé le clivage d'un des substrats connus de la furine qui est PDGF-A. Et en traitant à 2,5 micromolaires, on observe un blocage de la maturation de PDGF-A qui est similaire à ceux obtenus avec le CMK, qui est un inhibiteur universel des convertases, qui est très bien connu. Donc ça, c'est des résultats préliminaires, hein. On a reçu il n'y a pas longtemps. Et par derrière, ce peptide, on a essayé de visualiser son effet, comme précédemment, sur la prolifération, la migration et l'invasion. Et à chaque fois, le traitement à la profurine inhibe toutes ces voies-là. Donc en perspective, maintenant, ça va être de répéter cette expérience et également de tester ce traitement in vivo chez l'animal. Donc en conclusion, et le message à retenir de ma présentation, c'est que la furine est impliquée dans toute la cascade de développement tumoral jusqu'au développement métastatique. Donc puisqu'elle a différents substrats qui sont impliqués dans la prolifération, l'adhésion, l'extravasion et l'invasion. Donc l'utilisation d'un inhibiteur spécifique de la furine permettrait de bloquer toutes ces voies-là et donc d'améliorer les traitements actuels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, j'aimerais bien comprendre le mécanisme d'action. Est-ce que, donc, d'après ce que vous suggérez, c'est qu'en fait, les proformes, enfin les formes pré-propeptides, pourraient être des inhibitrices de la forme active. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec d'autres peptides ?
En tout cas, dans la famille des convertases, elles se comportent généralement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a PES4 ou PC7 qui réagissent exactement de la même façon. C'est-à-dire c'est le prosegment, la maturation, le prosegment inhibe l'enzyme elle-même. Et même, il y a une redondance entre elles, où on a vu que le prosegment de la furine est capable d'inhiber aussi PES4 et PC7. Donc, après, dans d'autres familles, je ne sais pas. Dans d'autres familles de protéases, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez les convertases, c'est courant. Et il y a eu des mesures d'affinité qui ont été faites, par exemple? Oui, on a fait des mesures d'affinité et on voit justement, c'est là qu'on a vu que le prosegment de la furine a même plus d'affinité avec, par exemple, PES4, qui est une autre convertase. Il y a une forte activité, une forte liaison qui se fait et elles inhibent également ces convertases. Voilà. Il y a des études structurales qui ont été faites justement des complexes entre... D'accord. Moi, j'aurais une question du coup, qui est un peu dans le même ordre d'idée. Est-ce que là, parler de 83 acides aminés, donc effectivement, je pense qu'il vaut mieux parler de prosegments que de peptides. Oui. Et du coup, est-ce qu'on sait si les 83 acides aminés sont importants dans leur globalité pour l'effet recherché, ou est-ce qu'il pourrait être intéressant de faire une étude justement du motif qui est le plus pertinent et peut-être le plus facile à produire par voie de synthèse? Je vous ai fait la version courte. Ils nous ont envoyé plusieurs peptides de longueurs différentes et on a vu que c'est celui qui est vraiment la partie la plus N-terminale, donc les 83 premiers acides aminés, qui sont les plus importants. Voilà. Juste à signaler que c'est-à-dire la synthèse de 83 acides aminés, c'est pas facile. Donc voilà, c'est une expertise canadienne et voilà qu'ils ont réussi à mettre au point et on en a profité pour les tester. Sébastien. Dans les 83, il y a des glycines ou pas? Ok, au revoir. On peut l'insérer. Moi, j'ai une question par rapport à ton modèle de surexpression, du coup, de ton peptide. C'est par rapport notamment à la maturité des récepteurs. Est-ce qu'ils ont besoin, du coup, d'être clivés pour migrer aux membranes? Et auquel cas, s'ils ne sont pas clivés, est-ce qu'ils ne s'accumulent pas dans le RE et tu n'induis pas artificiellement un stress du RE et donc la mort de ta cellule? Oui. C'est une bonne question. Non, je ne pense pas. Puisque vous parlez des substrats de la furine ou de la furine elle-même? Des substrats. Les substrats? Non, puisque IGF-1, sa migration n'est pas liée à sa maturation normalement. IGF-1R, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, c'est pas un problème de localisation du haut clivage qui est induite. Non, l'expression n'est pas touchée, c'est-à-dire les récepteurs coupés, pas coupés s'expriment tous à la surface. Ce qui est intéressant, c'est que le ligand va interagir avec ces récepteurs qui ne sont pas coupés, il n'induit pas un effet, c'est-à-dire le signal n'est pas transmis. Donc c'est comme ça qu'on dit que le clivage est très important pour la transmission des vaccinations et par la suite l'activité biologique. Voilà, on mieux dit. Voilà, s'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Pierre, conclusion. Oui, un petit peu plus une conclusion. En tout cas, bravo, parce que on a commencé en retard, vous finissez à l'heure. Vous êtes très très fort. Et avec plein de questions. Ouais, non, mais c'est bien. Juste, avant qu'on conclue et qu'on vous laisse aller au déjeuner, il y a une petite présentation de Lucia Robert, brève, sur le dispositif OncoStart qui va intéresser tous ceux qui s'intéressent aux entreprises. Donc je lui donne la parole. Moi, je dirais très très peu de choses après. C'est celui-là? C'est celui-là ou c'est celui-là? Ok. Super. Merci Pierre pour cette introduction. Donc je vais être brève, j'ai 10 minutes, je vais respecter les 10 minutes. Certains d'entre vous ici me connaissent, d'autres pas du tout. Donc moi je suis Lucia Robert, je dirige en fait Matwin. En 2 mots, Matwin c'est donc une plateforme d'open innovation dédiée à l'innovation en oncologie qui est basée à Bordeaux, à l'Institut Bergonié.
et qui en gros a 2 actions principales. La première qui porte un programme accélérateur. On accompagne des équipes académiques et des jeunes entreprises qui développent des innovations avec des applications en oncologie. Et je vous en parlerai 2 minutes à la fin. Et on organise aussi un événement dont j'espère vous avez entendu parler, qui s'appelle Meet to Win, qui est une grande convention d'affaires qui a lieu aussi à Bordeaux tous les ans au mois de mai. Donc on vous donne rendez-vous pour la 7e édition le 12 et 13 mai à Bordeaux. Donc là aujourd'hui, et merci à l'Oncosphère de nous donner l'opportunité de vous parler d'OncoStart. Donc OncoStart, c'est donc un tout nouveau consortium dont on a annoncé la création le 31 mai dernier, donc on est tout jeune. On est en pleine construction, qui réunit donc 12 acteurs experts de la recherche et l'innovation cancer. Donc comme vous le voyez, il y a des cancéropoles, 4 cancéropoles, il y a des instituts Carnot, l'Institut Carnot Curie Cancer, Opal, Calim. Matwin assure la coordination de ce consortium, également Unicancer, Gustave Roussy, l'Institut Curie, enfin voilà, donc des acteurs qui ont tous en commun d'être positionnés sur la recherche et l'innovation cancer avec leur propre réseau d'expertise, leurs propres contacts, et l'intérêt c'est de mutualiser tout ça. Alors pourquoi je ne sais pas si c'est là... Voilà, et on a des partenaires collaborateurs. On est en train de développer des partenariats. Donc on a comme partenaire déjà le LEM, la fédération des GFLUC, le réseau des business angels santé et AstraZeneca aussi qui s'intéresse à ce que l'on fait. Et tout ça va bien sûr se développer. On commence à discuter avec des fondations, des associations de patients, des réseaux d'entreprises. Voilà. Et l'objectif principal, c'est quoi ? C'est de dynamiser et accompagner, booster la création d'entreprises innovantes dans la lutte contre le cancer au sens large. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser là, pour le coup, aussi bien aux innovations avec des applications thérapeutiques, diagnostiques, imagerie, soins de support, intelligence artificielle. Voilà, donc l'idée c'est d'accompagner les jeunes ou moins jeunes qui ont envie de créer une entreprise et puis aussi d'être en capacité d'accompagner ceux qui ont déjà créé leur entreprise. Voilà, c'est un moyen de développer finalement l'action qui avait été jusqu'ici menée par Matwin. Bien sûr, en optimisant les synergies, en travaillant plus efficacement ensemble les uns avec les autres, parce qu'on sait bien qu'on a un peu tendance à faire du millefeuille en France. Donc là, on essaie justement, on se réunit tous les mois, tous ensemble, pour échanger sur les projets. Et puis, bien sûr, essayer de renforcer la place de la France en termes d'innovation cancer, parce qu'on sait quand même qu'en France, on dispose d'atouts indéniables. Donc l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette filière nationale dans l'innovation cancer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait plusieurs choses. Donc on a 3 mots d'ordre: sensibiliser, former, accompagner, donc avec un certain nombre d'actions. Une première action qui va être une action de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc dans la salle, s'il y a des doctorants, des post-docs ou des gens qui s'intéressent à la création d'entreprises, je vous invite à vous inscrire à cette session qu'on appelle OncoStartupper, qui va avoir lieu le 19 et 20 octobre. C'est gratuit, on s'inscrit en ligne et durant 2 demi-matinées, on va donner tous les principes de base liés à la création d'entreprise en faisant intervenir des experts du sujet, la propriété intellectuelle, le développement précoce, l'accès aux investisseurs, etc. Donc ça peut être un petit moyen d'accéder rapidement aux infos principales quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, on est en train de construire un certain nombre d'actions de formation. Donc il y a déjà des choses qui existent, avec notamment 2 programmes, Onco-Entrepreneur et Onco-Numérique, qui sont portés par Cancer Campus, qui est un biocluster adossé à l'Institut Gustave Roussy à Paris et qui propose un programme spécifique d'accompagnement dédié à la création d'entreprises en oncologie. Et donc l'idée au sein d'OncoStart, c'est de mutualiser tous ces outils déjà existants et d'en développer d'autres. Voilà. Et puis enfin, sur la phase d'accélération, là aussi, il y a déjà pas mal de choses qui existent, il y a des événements, mais l'idée aussi, c'est d'organiser des expertises à façon, de vous mettre en contact avec les personnes dont vous pouvez avoir besoin. Vous n'avez pas tous les mêmes besoins en termes de porteurs de projets. Certains ont besoin d'accès à des cliniciens, à des expertises techniques, réglementaires, à des investisseurs, à des partenaires potentiels. Et bien, tout ça, on va pouvoir le développer au sein d'OncoStart.
Donc voilà, ça c'est juste une petite photographie thématique sur un calendrier. Donc première action donc avec cette session de sensibilisation au cas Start-Upper les 18 et les 19 et 20 octobre, accès gratuit, inscription en ligne. Et puis, tout un tas d'événements qu'on va organiser au cours de l'année, notamment lors de la prochaine convention MeToWin, où on va organiser un sommet dédié aux jeunes entrepreneurs dans le domaine, où on les mettra en lumière, on leur proposera de faire pitcher leurs projets et de les faire accéder à des investisseurs et à des partenaires potentiels. Donc bref, suivez... Si vous vous intéressez à ce que peut proposer OncoStart, n'hésitez pas à nous suivre, à vous inscrire à notre newsletter pour que vous soyez informés de l'ensemble de ces actions. Et donc je le répète, en gros c'est gratuit, il n'y a pas de critères d'éligibilité et ça fonctionne vraiment comme une boîte à outils, c'est-à-dire dans laquelle chacun, en fonction de la typologie de porteur de projet, que vous soyez doctorant, postdoc, aspirant entrepreneur ou déjà entrepreneur en série, voilà, vous allez pouvoir venir piocher librement dans la boîte à outils OncoStart. Donc c'est très simple, si ça vous intéresse, vous nous envoyez un petit mail à contact@oncostart.fr. Donc voilà, donc ça c'est l'initiative OncoStart. Parlez-en autour de vous, pensez aussi à vos étudiants, voilà, que ça peut potentiellement intéresser. Et 2 mots sur MaTwin. Donc je vous l'ai dit en introduction, donc MaTwin ça existe déjà depuis 12 ans et une des actions phares de MaTwin c'est donc ce programme d'accompagnement qui accompagne des équipes académiques ou des jeunes entreprises qui développent des innovations avec des applications en oncologie, essentiellement des applications thérapeutiques ou diagnostiques biomarqueurs. Ce programme, il est soutenu depuis 12 ans par une quinzaine de laboratoires internationaux engagés en oncologie qui dépêchent des gens au sein d'un board international, qui est le board international de MaTwin, et qui se servent de MaTwin comme un moyen d'optimiser leur propre activité de scouting de projets d'intérêt. Donc l'intérêt, si vous développez des projets à potentiel de développement industriel et que vous êtes en recherche de partenaires industriels, c'est de pouvoir accéder à des gens de responsabilité importante dans ces labos. On essaie d'avoir les patrons de la R&D monde de ces laboratoires au sein de cette instance. Et surtout de pouvoir accéder à leur feedback, à leur expertise, à leurs commentaires, à leurs conseils pour optimiser le développement de leurs produits. Et puis, un petit point pour préciser que MaTwin est une filiale d'Unicancer à 100%. Donc, évidemment, de fait, on a un accès privilégié à toute l'expertise clinique des centres anti-cancer français. Donc, c'est aussi un des intérêts de MaTwin si vous cherchez à être en contact rapide avec certaines catégories de cliniciens. Donc voilà, donc l'appel à candidature, il est ouvert au fil de l'eau, mais pour nous permettre de dérouler les programmes, donc on a mis en place 2 process différents, donc soit un programme d'accompagnement sur 3 mois, soit un programme d'accompagnement sur 6 mois. Si vous souhaitez avoir accès au package complet, si j'ose dire, il faut candidater avant le 31 octobre. Donc vous avez là Emmanuel Conseiller, qui est le directeur scientifique de MaTwin. Donc si vous pensez à des projets qui pourraient bénéficier de cet accompagnement, n'hésitez pas à nous en parler. En gros, les critères d'éligibilité, c'est... on ne prend pas de prestations de services. On est vraiment dans des projets de R&D innovantes avec des applications thérapeutiques ou diagnostiques. C'est pas forcément une question de maturité de développement, c'est souvent une question d'originalité. Originalité de la cible, originalité du mécanisme d'action, c'est ça que les industriels cherchent et surtout. Mais bien sûr, il y a quand même besoin d'avoir des premiers éléments probants de démonstration d'efficacité. Voilà. Donc, il faut en discuter avec nous. Le but, c'est de ne pas vous faire postuler inutilement. Donc, au travers d'une discussion rapide, on peut assez vite vous orienter sur l'intérêt potentiel pour vous de bénéficier de l'accompagnement de MaTwin. Tout est en ligne sur le site internet de MaTwin. Tout est transparent. Donc, vous pouvez accéder aux informations facilement. Et je crois que ça fait 10 minutes. Donc, voilà. Merci.